Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il y a un mois, jour pour jour, le cyclone Irma dévastait l'île de Saint-Martin. L'ensemble du territoire était alors privé d'électricité et d'eau potable, plongeant toute une population dans le désarroi. Qu'en est-il aujourd'hui? À quoi ressemble la vie des habitants qui ont préféré rester sur l'île? Le reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Dabreux, Michelet François. Il y avait un compteur là, mais le compteur est abîmé. Mais il faut alimenter absolument la personne. Donc on vérifie avant de voir le justice, ils ont une protection à l'intérieur. Et de là, on va directement pour eux. Là, regardez, depuis après-hier, c'est bizarre, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Hein. Là, on est obligé d'aller chercher tous les jours, c'est 5 seaux d'eau hein, quand même. Hein. Bon, allez, on va prendre des carottes. Ouais, tout ce qui est laitier, les produits laitiers, en fait, on les a pas encore. Et apparemment, ça sera la semaine prochaine. Ici à Marigot, cette association qui habituellement reçoit des personnes sans domicile fixe s'est transformée en lieu de distribution de denrées alimentaires pour les personnes les plus nécessiteuses. Combien ça voudrait coûter dans un magasin? Oh, dans un magasin, ça peut me coûter n'importe 50-60 € là. Hey, bonjour les enfants. Ouais, c'est mon chèque. Depuis les 4. D'accord. Mais je ne peux pas déposer parce qu'il n'y a pas de la poste, pas de banque. Il n'y a rien qui est ouvert pour jusqu'à maintenant. Ouais. Hey, tu peux faire. Oui. Et ils l'ont appris ce matin lors d'une réunion informelle avec l'association France Horizon. Les 166 Saint-Martinois bloqués depuis 3 semaines dans un hôtel près de l'aéroport d'Orly vont être relogés, cette fois dans un château situé dans l'Oise, un logement provisoire mais qui permettra à leurs enfants d'être scolarisés. Reportage Solène Boissé, Tafari Tirolia. Fini le bruit des avions et la vue sur Orly. Après 3 semaines de galère dans cet hôtel de l'aéroport, Sonia et la quarantaine de rescapés de Saint-Martin vont être relogés dans un château en région parisienne. Les enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la suite. On parle de la scolarisation des enfants. C'est ça qui est important pour nous pour l'instant parce que les enfants, ils restent coincés. Voilà, donc il y a ma fille qui a 13 ans et Noémie, donc elle passe son brevet cette année, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Ils sont 80 élèves à avoir déjà manqué la moitié du premier trimestre. La solution temporaire trouvée par France Horizon, l'association d'aide aux réfugiés, ne satisfait pourtant pas tout le monde. On avait tous nos vies à Saint-Martin. Donc, on n'aimerait pas être dans un château tous ensemble, oui, qui se transforme en une espèce de dortoir pour tout le monde et qu'on n'a pas de vie, quoi. Nous allons rentrer un côté et nous ne pas connaître côté. Mais il faut que chaque monde au côté, chaque monde voulait aller au côté. On doit parce que nous ne pouvons pas rester même côté. Pour avoir accès à son propre logement, il faut un certificat spécial censé donner la priorité pour les logements sociaux. Mais personne, ou presque, n'a vu ce document. Ils ont dit que c'est un papier bleu. On a le droit reçu ça depuis en Guadeloupe, là. Mais nous n'avons pas reçu ça en Guadeloupe. Alors maintenant, moi, j'ai besoin de ce papier bleu-là. Alors moi, j'attends, on attend. Je ne sais pas. Pour l'heure, personne ne sait quand ni pour combien de temps ces réfugiés saint-martinois resteront dans l'Oise. Pour ces 40 familles, la galère est loin d'être terminée. Les producteurs de rhum martiniquais ont déclenché une polémique autour des quotas supplémentaires attribués au département d'outre-mer. Ils soutiennent que la Guadeloupe serait favorisée à leur détriment. Le reportage est signé Anaïs Gall. Chez Saint-James, on exporte vers l'Hexagone à peu près 2 tiers de notre rhum. 2 tiers, soit 4 500 000 bouteilles. C'est dire si l'enjeu est de taille pour cette distillerie.
Ici, comme sur la plupart des autres sites de production de Martinique, le rhum bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Le label AOC, que le rhum martiniquais est le seul au monde à détenir, alors difficile pour ses fabricants de voir leur quota d'export limité au profit de la Guadeloupe. C'est la Martinique qui, depuis les années ancestrales, a toujours été vers le rhum, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en Martinique, c'est très particulier. On a plus de distilleries que de sucreries, une seule sucrerie, donc c'est bien une image de ce qui s'est passé. Et dans les années Monroy, d'ailleurs, le gouvernement avait dit la Guadeloupe et les autres îles, ce seront le sucre et la Martinique restera sur le rhum. Donc, dès le départ, on nous a donné cette option. On ne peut pas nous reprocher maintenant d'être devant les autres puisqu'on est parti. Et nous, cette option, on l'a jouée qualitative en mettant l'AOC en avant. Au cœur de la polémique, la création d'un quota additionnel qui ne s'appliquerait pas de manière égale à tous les départements d'outre-mer. La Guadeloupe verrait augmenter son volume exporté de près de 25%, alors que notre île ne bénéficierait que de 15%. Pour les planteurs martiniquais, cette décision peut être lourde de conséquences. Ça va nous ralentir dans notre progression. Ça va limiter nos investissements, ça va nous empêcher d'augmenter nos surfaces d'environ 150 hectares et de produire de la richesse, donc de créer des emplois. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas, je ne sais pas moi, autant de députés en marche à la Martinique qu'il faille quand même prendre des décisions sans être bien informés de la situation et de l'historique. Les professionnels de la filière réclament un traitement plus équitable entre les DOM, soit 20% pour chaque île, afin de ne pas pénaliser les efforts effectués jusque-là. C'est la frustration d'un territoire qui s'est spécialisé dans le rhum d'excellence, qui, comme le cognac, comme l'armagnac, comme le champagne, comme le vin de Bordeaux, représente la France dans 100 pays dans le monde. Et on est aux côtés des autres producteurs d'excellence français dans le monde. Et de voir que finalement, on se retrouverait pénalisé dans notre développement, donc alors que nous avons contribué au développement du rhum AOC et du rhum des DOM sur le territoire hexagonal, qu'une décision aujourd'hui que pourrait prendre le gouvernement et le président de la République pénaliserait à ce moment-là les producteurs de rhum de la Martinique dans leur développement à l'international et sur le territoire national. Les parlementaires ont eux aussi adressé une lettre en ce sens au gouvernement qui doit rendre sa décision dans les semaines à venir. Si les quotas annoncés se confirment, la filière évalue déjà le manque à gagner sur le marché hexagonal à 2,5 millions de bouteilles. Et depuis le passage de l'ouragan Maria, des eaux stagnantes gisent un peu partout sur le territoire. Certains particuliers ont décidé de ne pas se laisser surprendre par la prolifération de moustiques et le risque sanitaire qui est lié. Et ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à des démoustiqueurs professionnels. Karen Diama a suivi l'un d'entre eux. On regarde. Dans son fourgon, ce conseiller clientèle parcourt plus de kilomètres que d'habitude depuis le passage de l'ouragan Maria. Avec le passage de Maria, pas mal d'endroits ont connu des poches d'eau stagnante qui font que les moustiques ont absolument besoin d'eau pour se reproduire et donc il y a une prolifération de moustiques un petit peu partout en zone urbaine comme en milieu rural. Toutes les communes sont concernées, depuis le nord, la Grande Terre, jusqu'au sud. Parmi les nombreux établissements qui sont partis en guerre contre le moustique vecteur de maladie, le lycée Augustin Aron qui dispose de 14 pièges à moustiques tout autour de l'établissement. C'est un piège. Qui dit piège égale, il faut le mettre absolument sur le passage de l'insecte qu'on cherche à capturer. Ici, le moustique en l'occurrence, c'est un animal sauvage qui vit en extérieur. Alors, le piège, il est fait pour le leurrer. Comment il va le leurrer? De 3 façons. Première chose, une cheminée noire, surmontée d'un élément blanc, une moustiquaire, pour créer un contraste de couleur au moment où le moustique circule, c'est-à-dire de préférence en fin de journée. Deuxième chose, il y a un flux d'air qui est créé par un ventilateur qui est à l'intérieur, un flux d'air entrant et qui se répartit ici par la moustiquaire. Ce qui aura tendance à répandre cette odeur de phéromone spéciale qui est composée d'odeurs humaines essentiellement. D'accord ? Et la troisième chose, c'est que vous avez à l'intérieur cet attractant qui va absolument être un élément décisif pour intéresser le moustique au piège. Voilà, je vais vous faire voir les quelques-uns qui ont été récupérés au bout de quelques jours. Voilà. Donc, hors du champ du ventilateur, ils se mettent à bouger. Lorsqu'on le remet à l'intérieur,
ils ne bougent plus, ils attendent de se déshydrater. Un travail qui vient compléter celui de l'Agence régionale de santé. L'ARS, l'Agence régionale de santé, préconise d'abord de lutter contre les gîtes larvaires. Donc ils vont essentiellement intervenir au niveau des gouttières, au niveau des regards et au niveau de tous les points d'eau à éliminer. Dès que l'ARS a su que nous étions présents ici en Guadeloupe depuis à peu près 3 ans, immédiatement ils se sont mis en accord avec nous pour qu'on puisse leur distribuer ces pièges. Chaque année, des centaines de cas de dengue sont déclarés à cette période. Le meilleur moyen d'enrayer le phénomène reste la prévention. Et 15 jours après le passage de Maria, dans quel état se trouvent les routes dans le sud de Basse-Terre? La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, visitait ce matin les 4 chantiers majeurs de travaux routiers financés par le département. Reportage Linda Kayarsi. 4 chantiers majeurs et une ambition à améliorer le quotidien des usagers du sud Basse-Terre. Aujourd'hui, nous avions commencé des routes, par exemple la route de Boulogne, la première route que nous avons vue, qui était en très mauvais état. Le maire de Saint-Claude nous avait sollicité, il s'était engagé aussi d'ailleurs auprès de ses concitoyens. Donc il était important d'être là aujourd'hui au moment où, dans 15 jours, nous allons vraiment livrer tout marquage, éclairage compris. Nous allons donc livrer à la circulation cette route-là. Et puis par ici, c'est vrai, deuxième station, je dirais, c'était le rond-point que nous avons fait au niveau de Morin, de façon à aussi, là aussi, fluidifier et éviter les zones accidentogènes. Des travaux pour certains chantiers longs et coûteux. Le coût de reconstruction du pont des Marsouins, par exemple, avoisine les 4,5 millions d'euros et devrait s'achever fin 2018. Un chantier stratégique pour l'amélioration des voies d'évacuation de la commune de Saint-Claude, confrontée au risque volcanique. Les phases de construction, on va réaliser déjà les travaux de déblaiement et de nettoyage du site pour accéder aux zones de terrassement et de fondation. Après, il y a une seconde phase de fondation, donc on va fonder les culées. Un pont est organisé avec 2 culées et une traverse. Donc la traverse est réalisée avec 2 poutres métalliques qui seront dimensionnées précisément pour recevoir le gabarit de l'ouvrage et un tablier béton qui sera réalisé sur l'ouvrage. La route de Vieux-Fort également fera peau neuve, mais plus rapidement d'ici fin octobre. Quand nous irons à Vieux-Fort, c'est 1,5 million que nous aurons aussi à mettre sur cette route de façon à ce que la circulation se fasse beaucoup plus facilement entre Vieux-Fort et Basse-Terre. Et aussi, je n'oublie pas ceux qui pratiquent le jogging le dimanche matin ou parfois très tôt durant toute la semaine. Donc voilà ce que nous faisons aujourd'hui. L'enveloppe globale dédiée aux travaux s'élève à 7,5 millions d'euros. Et les équipes de route de Guadeloupe sont aussi à pied d'œuvre pour restaurer les autres axes routiers sur la Basse-Terre. On écoute d'ailleurs les précisions du responsable de la communication de route de Guadeloupe, Claude Barfleur, interrogé par Karen Diama. Globalement, ça va, hein. C'est-à-dire que nous avons toujours beaucoup de RD. Il y a encore des câbles EDF, mais nous avançons avec EDF. Là, ça va, ça c'est souvent, je dirais, en grande terre, dans les grands fonds. Alors, sur les 2 routes où nous avons des travaux qui sont engagés fortement, c'est la RD23, la route des 2 Mamelles, où nous faisons des travaux de sécurisation. Nous devions la ouvrir aujourd'hui, mais ça ne sera pas fait. On s'octroie encore une semaine pour faire les choses correctement. Mais exceptionnellement, ce week-end, à partir de samedi 13h, à lundi 8h du matin, on va permettre une circulation. Donc pour un peu libérer, pour que la population de la Côte-Soulevant soit un petit peu plus à l'aise. Autre route où nous avons encore des travaux qui vont durer, c'est la RD6 entre Basse-Terre et Vieux-Fort. Donc là, les travaux avancent pas mal. Donc on ne pourra pas donner de délai dans l'immédiat, mais je pense que ça ira un petit peu plus vite que prévu. Et certains sites sont toujours méconnaissables en Guadeloupe. C'est le cas des jardins de l'école de design floral nommée Fleur Tendance située à Petit-Bourg. Depuis 10 ans, cet établissement forme des techniciens en art floral de haut niveau. Mais depuis le passage de l'ouragan, la majeure partie des outils a été détruite, notamment le jardin floral, principal lieu de formation. Reportage Yvan Lemar. À l'école Fleur Tendance, Maria a détruit en une nuit presque 10 ans de travaux dans le jardin, le principal outil de production de la structure. On fait avec les restes de ce qu'a bien voulu nous laisser Maria, mais il va falloir acheter beaucoup. Surtout la partie végétale, parce qu'en Guadeloupe, on ne produit pas beaucoup de feuillage à la vente.
Chacun a un feuillage chez soi. Tout le monde a ce petit arbre-là, cette petite plante-là. Mais pour fournir une production régulière, aussi bien pour les prestations extérieures que nous faisons que pour l'école, on est en difficulté au moins pour 3 à 4 mois. 600 € par semaine, c'est le coût en éléments végétaux que devra désormais payer l'école pour assurer ses cours, l'autoproduction ayant été impactée. Une perte non prise en compte par les assurances. Très peu d'assurances acceptent, compte tenu de la fréquence déjà des cyclones maintenant, ils acceptent de moins en moins d'assurer les jardins. Or, comment évaluer la perte quand pour tout le monde, ce qu'on a l'habitude de voir n'est pas important? Donc, il faudrait pouvoir adapter les assurances légales, réglementaires. Premièrement, qu'elles acceptent le monde agricole dans son environnement. Et deuxièmement, que les agriculteurs eux-mêmes puissent définir qu'est-ce qui est important pour eux. Pour moi, une touffe de bambou est aussi importante qu'une voiture, dans la mesure où elle va me servir à développer tout le matériel dont j'ai besoin pour enseigner à l'école. Malgré les difficultés, l'école va maintenir sa rentrée. Il a fallu accepter de maintenir la rentrée pour tous les élèves qui s'étaient inscrits, mais aussi d'accepter les élèves qui viendront plus tard, parce qu'on travaille beaucoup avec les gens du monde de l'agriculture, et eux, ils ne sont pas disponibles pour faire cette rentrée. Le FAFCA va mettre en place des formations pour tous ceux qui ont été sinistrés. Et nous, comme on travaille dans le design végétal, dans le design floral, on travaille la permaculture en association avec Pierre et Jardin, on va mettre en place des formations différées qui ne vont pas commencer tout de suite. Donc à la fois, il faut maintenir cette rentrée, coûte que coûte, pour aller de l'avant. Et il faut aussi préparer une nouvelle rentrée avec des nouvelles options pour apprendre à évaluer les risques naturels dans les jardins et en faire quelque chose de différent. Nous, on travaille avec tout ce qui est patrimoine végétal et, si possible, local. Donc, comment utiliser l'après-Irma et en faire quelque chose de beau. La rentrée de l'école est prévue mardi prochain. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous le verrons, le débat public sur les problématiques qui concernent les personnes âgées se poursuit. Et puis les plus grosses pointures de la musique antillaise seront demain au Palais des Sports du Gosier. Jean-Marc Mirval sera avec nous pour en parler. Il est notre invité. Mais avant, je vous le disais, le grand débat public sur les problématiques qui concernent les personnes âgées se poursuit au moins jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui avait lieu la 2e conférence organisée par l'Agence régionale de santé à la médiathèque de Lamentin. Yvan Lemar est allé lui aussi s'informer. Ce débat public s'inscrit dans le cadre de la démocratie sanitaire afin de répondre aux problématiques d'information sur les dispositifs existants en matière d'hébergement, de qualité de soins, de la bientraitance, mais aussi de l'accompagnement des aidants familiaux. La population est vieillissante. Il existe des dispositifs qui sont en place. Maintenant, comment faire pour les améliorer et comment faire pour que la population des personnes âgées s'approprie ces dispositifs et les mette en œuvre. L'objectif est vraiment de se concerter et de débattre sur les sujets. Les instances présentes aujourd'hui, la CGSS, le conseil départemental, ensuite chacun prendra, j'allais dire, la mesure de ce qui a été dit aujourd'hui lors de ces conférences pour améliorer ou pas les dispositifs en place. Parmi les problématiques abordées aujourd'hui, l'accès à l'hébergement en EHPAD, une solution de plus en plus choisie en Guadeloupe. Je crois que nous sommes à une croisée actuellement, c'est que les personnes âgées qui ont 70 ans aujourd'hui ont des enfants qui ont 50 ans ou 60 ans et des parents, des grands-parents qui sont encore vivants. Donc on se retrouve avec une charge de travail difficile et maintenant on est obligé de prévoir. D'ailleurs, même les personnes disent je ne veux pas être à la charge de mes enfants parce qu'ils ont déjà trop de choses à faire. Les grands-parents qui disent je ne peux pas confier à ma fille parce que ma fille a ses enfants à gérer. Donc la multiplication des EHPAD en fait a anticipé un petit peu sur le nombre de personnes vieillissantes. Ces 2 débats dans le cadre de la Semaine Bleue ont permis de faire un premier bilan sur la personne âgée dans la société guadeloupéenne. Dans la préoccupation d'être âgé et faire société et continuer à agir dans la société, on voit que la personne elle a besoin qu'on lui reconnaisse sa dignité en toute situation et qu'il y ait une dimension intergénérationnelle dans la vie de tous les jours, qu'elle ne puisse plus être isolée dans sa maison et que les conditions d'accès aux hébergements tels que les EHPAD
puissent être accompagnés sur le plan financier. Après la semaine bleue, d'autres débats publics sont programmés. Le prochain se fera dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients, prévue du 20 au 24 novembre. Avancer en âge, oui, mais en restant en forme, l'équipe de la direction de l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau organise aujourd'hui une conférence sur le rôle capital que jouent les aliments sur les processus biologiques. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Et pour mieux vieillir et préférer la production locale, c'était le thème abordé à l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau ce matin dans le cadre de la Semaine Bleue. Une conférence à l'adresse des résidents de l'EHPAD, mais aussi ouverte au public extérieur. L'alimentation, c'est l'essentiel pour l'homme. Donc, comment bien manger pour mieux vieillir? Donc, la conférence se déroule actuellement avec une collègue, Madame Savannah Laurent, qui est la diététicienne de l'établissement. Et nous avons eu la chance d'avoir des maraîchers qui ont pu venir présenter les produits du terroir pour pouvoir apporter un plus à cette manifestation. Continuer à avoir une alimentation équilibrée pour les plus de 50 ans, c'est important pour le bien-être, mais également pour rester en bonne santé. Il faut, comme des conférences comme ça, c'est très important pour que les gens se renseignent sur la manière de manger, l'art de manger, parce que c'est aussi un art. Et on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas à tout moment, et vraiment pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Il faut bien cibler et puis ne pas manger trop. Même s'il est difficile d'être actif pour ces seniors, à tout âge, faire société, c'est cela. Participer à des activités de tous les jours, comme confectionner son propre repas et échanger ses connaissances. Et voici une idée de sortie qui pourrait bien embellir votre week-end. Ce samedi seront rassemblés sur la scène du Palais des Sports du Gosier le groupe mythique martiniquais Malavoie, Marie-Josée Ali et le pianiste Jean-Max Mirval. Rencontre au sommet, une nuit exceptionnelle. Jean-Max Mirval, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le concert aura lieu demain soir au Palais des Sports du Gosier. Est-ce que, comme beaucoup d'artistes, vous êtes un peu stressé à la veille de l'événement? Pour un événement comme celui-ci surtout. Il y a toujours l'énergie, l'adrénaline de la veille, hein, c'est normal, hein, parce que c'est un vrai Quel est votre état d'esprit ce soir? On est serein parce que je suis serein, parce qu'on a bien bossé, on a bien répété, parce qu'on est convaincu de ce qu'on a proposé. En fait, c'est de la musique qu'on aime, c'est de la musique qui a bien certaines personnes, mais qu'on essaie de faire en sorte d'actualiser, en fait, hein, de la rendre tout à fait accessible au plus grand nombre. Donc, convaincu et confiant. Pipo Gertrude, Raph Talmar, vous-même, Marie-Josée Ali, de nombreux classiques de la musique antillaise seront d'ailleurs interprétés par le groupe Malavoie. Mais que nous prépare Jean-Max Mirval? Alors, Jean-Max Mirval a réuni quelques musiciens, dont certains sont très jeunes, hein, Claudie Durizo à la basse, Christophe Negrit à la batterie, par exemple. Et en fait, il va proposer des compositions. Alors, l'essentiel du travail est autour de la Begin, certes, mais avec les influences que j'ai pu avoir, que nous avons pu avoir, qui de toute façon, je pense que la Begin a toujours été ouverte aux échanges, notamment, ne serait-ce que quand on entend la rythmique de la Begin, ça rappelle évidemment le Goka. Donc en fait, je continue à faire ce travail-là, essayer de rester connecté à ma réalité, à la réalité musicale du moment, et proposer une Begin qui ne trahisse pas ce qu'elle a toujours été, quoi. Une musique festive, qui colle à la réalité des Guadeloupéens. Vous parlez d'autres influences tout en restant enraciné. Absolument. De quoi s'agit-il exactement? Par exemple, moi je sais que j'ai été influencé par le zouk, donc en fait, on peut retrouver certains accents dans les mélodies que je vais proposer, qui on peut penser au zouk, mais en même temps, tout en restant centré sur cette musique-là. Et puis, on va retrouver des mazurkas aussi. On va retrouver, c'est-à-dire qu'un éventail assez large de notre musique et qui, à mon avis, peut toucher le plus grand nombre parce que c'est une musique qui est basée sur quelque chose qui nous a accompagnés de tout temps, en fait. Hein. Les Guadeloupéens ont toujours connu cette musique, même si de façon plus ou moins diffuse, hein, à Noël, pendant le carnaval. Mais il s'agit simplement pour moi de la jouer et de proposer de la fraîcheur, en fait. La Begin concerne un public particulier. Est-ce que beaucoup de jeunes savent la danser, par exemple? Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que même les gens de la génération précédente n'ont pas appris à la danser. C'est-à-dire que c'est du mimétisme, c'est du ressenti, c'est de la spontanéité. Je crois que beaucoup de nos musiques
sont basées sur ça. Donc en fait, il n'y a aucun complexe à avoir. À partir du moment où on aime la musique, on la ressent, on bouge comme on a. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique? Je sais que vous êtes battu pour qu'elle puisse exister, perdurer comme ça dans le temps, d'où cette volonté de démocratiser un petit peu la biguine. Qu'est-ce qu'elle a pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle émotion? Mais c'est une musique extrêmement riche déjà de mon point de vue. C'est-à-dire que rythmiquement, elle est extrêmement parlante. Elle a les mélodies qui sont très riches, les harmonies. Donc en fait, c'est une musique qui, au-delà de l'intérêt que je peux avoir pour elle, pour moi, a tous les atouts pour toucher le plus grand nombre, en fait, hein, comme d'autres musiques, comme la salsa, comme des musiques qui ont simplement plus de visibilité, plus de moyens, un marché plus important. Mais tous les ingrédients sont là pour qu'elle éclate et pour qu'elle soit appréciée du plus grand nombre. Beaucoup craignent qu'elle disparaisse au fil du temps. Est-ce que vous partagez cette peur, cette crainte? De façon générale, je suis presque inquiet pour nos musiques en général, à part la biguine. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement extrêmement concurrentiel, avec des musiques et des industries musicales qui ont plus de moyens que les nôtres. Avec des effets de mode, avec les nouveaux médias, Internet et autres. Donc c'est à nous de relever le challenge avec les énergies, les moyens qu'on a. Et puis surtout, on compte énormément sur les énergies, le public en fait, pour soutenir, parce que je crois que ces musiques et nos musiques sont très appréciées du public, simplement, vous n'êtes pas assez en contact avec elles. Mais je pense que c'est à nous artistes, et puis avec la complicité de la population, de faire en sorte que nos musiques grandissent et se développent. Si vous deviez nous décrire cette soirée de demain en quelques mots. Ce sera une soirée extrêmement conviviale, extrêmement festive. Et même si c'est annoncé comme un concert, je prends le pari que très rapidement les gens ont envie de danser. Elle sera peut-être aussi sensuelle avec Pipo Gertrude, j'imagine. Est-ce qu'il reste des places ce soir encore? Il faut se précipiter sur les places. Il reste des places, mais il faut se précipiter. Voilà. Jean-Max Mirval, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous prenons la direction de la Guyane maintenant. 650 millions d'euros. C'est le montant du chantier du futur pas de tir de la nouvelle fusée Ariane 6. Le premier lancement est prévu fin 2020 pour concurrencer notamment l'américain SpaceX. Et on vient de m'apprendre que finalement, nous passons à un autre sujet. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée du sourire? Non, point du tout. Est-ce que vous êtes sensible à un beau sourire? Ah, bien sûr, mais ça peut tout changer. On va écouter l'avis des Guadeloupéens recueillis aujourd'hui par Linda Kayarsi. On regarde ensemble leurs commentaires. Alors, il est clair qu'un beau sourire, c'est important parce qu'on rencontre du monde. Des fois, les gens ne se sentent pas bien dans la journée. Le fait de sourire, ça leur apporte une bouffée d'air frais, ça leur apporte de l'amour. Et c'est important de transmettre le love, comme on dit, c'est important. De la joie, de l'humour. Et après, tout le monde est content. Et vous, monsieur? De l'humour, de la joie, la sincérité, de la bonne humeur. En vue de la situation actuelle, il y a beaucoup de problèmes, donc sourire apporte du bien mentalement, mais aussi pour la santé et sur la forme physique. Ça. C'est très important ça de sourire tous les jours. C'est une manière d'affronter la vie, quoi, parce que la vie devient de plus en plus dure. Quand on est stressé et qu'on sourit, on ressent déjà l'humeur, la joie de vivre. C'est encore mieux de sourire qu'au lieu d'être triste, parce que la tristesse, ça ne nous amène à rien. Avec la joie, le sourire, on se sent plus vivant. Moi, le sourire, c'est donner la joie à l'autre. Et lorsque quelqu'un nous voit sourire, lui aussi, il a envie de sourire si jamais il n'était pas content. Un sourire, c'est tout. Ça devrait être naturel chez chacun. C'est la reconnaissance, c'est la joie, c'est le plaisir d'être avec l'autre. Et voilà, ça devrait accompagner tout le monde ici, tout le monde en Guadeloupe. Tous les jours, je me réveille, je souris, je me souris à moi-même, je souris aux autres. Et voilà, dans mon travail en tant qu'animatrice, je suis toujours amenée à sourire et c'est naturel en plus. Et souvent, on me remercie. Madame, vraiment, j'étais embêtée, j'avais mes problèmes, mais vous avez souri pour moi. Même si aujourd'hui, je n'avais pas acheté ce produit-là, mais j'ai repensé à vous par rapport à ça. Vous m'avez donné des conseils, vous avez été accueillante. Le sourire, c'est l'accueil. Le sourire, c'est plein de choses. Donc, c'est gratuit, pourquoi pas le transmettre, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors je finis avec un beau sourire.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Sachez pour les agriculteurs que sinistrés peuvent déposer leur dossier de déclaration de dommages agricoles pour obtenir l'aide prévue par le Fonds de secours de l'Outre-mer. Vous devez ainsi compléter le formulaire mis en ligne sur le site de l'ADAF ou alors vous rendre sur place à Basse-Terre. Et vous avez jusqu'au 17 novembre midi pour prétendre à cette aide. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera demain rendez-vous au centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe, un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine à 18h50.